L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on recevait M. Ronald Denis de Karaté Taekwondo. Donc, M. Denis, qui est originaire de la région de Montréal, a fait ses débuts dans les arts martiaux avec le karaté Kyokushin, mais comme il nous raconte dans l'épisode, il a, dans sa progression, voulu aller créer quelque chose de nouveau à partir de ses recherches et de son travail d'approfondissement des arts martiaux. Donc, on parle de tout ça en long et en large avec lui. On parle de tradition versus modernité. On parle de progression versus préservation, toutes sortes de concepts comme ça qu'on explore ensemble. Donc, vraiment un podcast, encore une fois, super intéressant. Et si jamais vous appréciez notre contenu, il y a plein de petits gestes qui peuvent nous aider beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de following sur Facebook et je suis convaincu que ce ne sont pas tous nos abonnés Facebook qui sont abonnés sur YouTube parce que sinon, le chiffre YouTube serait beaucoup plus grand. Par contre, pour aider le podcast, d'être abonné sur YouTube, ça nous aide grandement. Ça coûte rien. Si vous n'avez pas de compte Gmail ou de compte Google, ça prend juste d'en créer un. Si c'est déjà fait, ben il faut juste cliquer sur abonner. Là, et c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous, ça nous aide beaucoup avec l'algorithme. Plus on a d'abonnés, plus YouTube nous montre à des gens et nous permet de diffuser tous ces entretiens-là au plus de gens possible. Par la suite, si jamais vous appréciez vraiment beaucoup notre travail et vous voulez que ça continue, il y a des frais reliés avec la production d'un podcast, bien sûr. C'est de vous abonner sur Patreon, patreon.com/guerrierpodcast. Maintenant, là, je vais parler à nos abonnés actuels et aux futurs abonnés. On crée du contenu pour vous, les abonnés Patreon, avec chaque invité qu'on reçoit depuis la saison 2. On a fait du contenu bonus qui est 100% exclusif aux abonnés Patreon. Allez les écouter. Il y a souvent des perles là-dedans. Des fois, ça dure 2 minutes. Des fois, ça dure 20 minutes. C'est super long. Donc, vous avez quasiment un deuxième podcast pour vous. Puis quand c'est court, c'est tout aussi pertinent. Donc, allez prendre le temps de les écouter. C'est super, super intéressant. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, patreon.com/guerrierpodcast, ça commence à aussi peu que 3$ pour les abonnés francophones. Et pour ceux qui ont un dojo, on a un volet à 10$ qui vous donne de la visibilité en plus et la possibilité de venir co-animer le podcast et d'avoir de la pub pour vos événements ou pour votre école. Sur ce, bon podcast tout le monde. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit M. Ronald Denis de Karaté Taekwondo. On va pouvoir parler aujourd'hui de son parcours, de son école et d'en apprendre plus sur tout ça. Bonjour, M. Denis, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps ce matin pour venir discuter avec moi. Je ne sais pas si Jérémy va se joindre à nous en cours d'entrevue, mais sinon, je suis très excité là, de parler avec vous. Ça fait quelques fois que je tentais d'avoir quelqu'un de chez vous pour discuter parce que ça m'intriguait. On essaye avec Jérémy de représenter le plus possible la diversité des styles qui existent au Québec, en France, partout. Et dans le fond, on va pouvoir en parler avec vous aujourd'hui de tout ça. Peut-être pour resituer les auditeurs, retracer un petit peu vos débuts. À quel moment vous avez commencé les arts martiaux? Vous êtes originaire de où? Moi, je suis originaire de Montréal. En fait, okay. Je suis né en Saint-Jérôme, mais j'ai grandi à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. J'ai démarré le karaté en 69, donc j'avais 11 ans à l'époque. Karaté Kyokushin à Côte-Saint-Paul à Montréal, pas loin du quartier Saint-Henri, parce que c'était pas mal de quartiers rough, un quartier dur, quartier tough. Et 11 ans, donc karaté. Et par la suite, à 14 ans, j'ai eu ma ceinture noire.
Il faut dire qu'à l'époque, je m'entraînais 3-4 fois par semaine et quand j'avais pas d'entraînement au dojo, je m'entraînais personnellement à la maison ou dans un parc à l'extérieur. Donc, c'était quasiment du 7 jours sur 7. Je suis tombé en amour, si on veut, avec le karaté quand j'ai commencé. Et donc, 14 ans, ceinture noire. 17 ans, je suis devenu instructeur à temps plein. Quand je dis à temps plein, c'était du lundi au vendredi. Il y avait des cours du midi à 1h, 1h à 2h. Il y avait des cours le soir, 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10. Bref, c'était vraiment du temps plein. Puis entre ça, je faisais du bureau, donc c'était du 60 heures semaine. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, les smartphones comme on a aujourd'hui. Donc c'était le téléphone. Fait que là, ça prenait quelqu'un sur place physiquement pour répondre aux appels, pour rencontrer les clients, les futurs élèves. Donc 17 ans. Ensuite, si on continue à passer le temps, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an, instructeur à temps plein. En 85, en fait, j'ai eu mon école de karaté en 84, 85, 86, 3 ans à Montréal, sur la rue Ontario. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai créé le style de karaté Taekwondo. Et par la suite, je me suis associé, en fait, c'est les frères Langlois qui faisaient du karaté à Tewaza à Longueuil. C'est arrivé un petit peu, c'est spécial de la manière qu'on s'est rencontrés. C'est un concours de circonstances, si on veut. Mais eux autres qui faisaient le style à Tewaza, ils ont décidé de s'en venir avec moi dans le style Taekwondo en 95. Et ça fait en fait 27 ans que ça dure. Là, on est en collaboration, si on veut, depuis ce temps-là. Et au début des années 2000, on a créé la Fédération de karaté taekwondo. Donc, je suis président de cette fédération-là. Il y a Stéphane Langlois qui est le vice-président. Et on a à peu près, là, à toute fin pratique, si on compte le parascolaire, on est pas loin du 1000 élèves présentement, là. Surtout sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est un peu mon parcours martial. À travers ça, j'ai fait d'autres arts martiaux. J'ai fait un petit peu de taekwondo, jiu-jitsu, kung fu, Wing Chun kung fu. J'ai fait du judo, donc un petit peu d'autres arts martiaux, mais on dirait que j'avais toujours la passion du karaté qui m'animait. Et je revenais toujours à mes racines, à mes origines. Il me semble que c'était plus complet. Il y avait d'autres choses à gauche et à droite. J'étais intéressé pas mal à tout. Mais je revenais toujours aux sources après avoir expérimenté différents arts martiaux. C'est un peu mon parcours que j'ai eu là, durant les 53 dernières années. Et si on revient un petit peu en arrière, vous avez mentionné le Kyokushin. C'était avec qui que vous avez fait vos débuts en karaté? Dans le fond, c'était qui le professeur? Kyokushin, c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Roger Lesourd. OK. Et ensuite, Roger Lesourd, s'est désaffilié avec Kyokushin, avec Masutatsu Oyama. Il s'est désaffilié, je ne sais pas la raison. Il a créé son style de karaté, karaté samouraï, début des années 70. Samouraï, après ça, il y avait de ses élèves qui étaient les frères Verville. Eux autres se sont désaffiliés de Roger Lesourd. Ils ont créé Atewaza, c'est un peu spécial. Et moi, en 85, j'ai créé Taekwondo. Donc, je me suis désaffilié d'Atewaza pour créer Taekwondo. OK. Donc, mais à la base, là, le premier style que vous avez commencé dedans, c'était Kyokushin. Puis là, dans le fond, je veux juste comprendre la démarche qui a mené à la création du Taekwondo. Puis qu'est-ce qui fait sa spécificité? Ça a été quoi la recette que vous avez essayé de créer pour votre école à vous? Moi, j'ai un côté perfectionniste. Je suis un éternel insatisfait. Je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi-même, envers les autres aussi. Et j'ai toujours la question du pourquoi, puis comment, puis beaucoup de questionnements. Et mon cheminement en karaté, depuis 1969 jusqu'à 85, j'avais beaucoup de questionnements. Je lisais beaucoup sur tout ce qui sortait là, en termes de livres de karaté. À l'époque, on n'avait pas Internet. Je le lisais, j'apprenais beaucoup. Et mes professeurs, mes instructeurs n'avaient jamais les réponses satisfaisantes pour être capable de me situer par rapport à ces questionnements-là. Donc, et là, je me suis dit, je vais aller chercher le grand maître. Là, c'est un peu un rêve que j'avais à l'époque. J'ai fait la tournée de toutes les écoles de karaté qui existaient, plus d'autres arts martiaux à l'époque, pour essayer de chercher le maître qui avait les réponses à mes questions.
Bon, je ne l'ai pas trouvé, déception. Et c'est là que j'ai décidé de créer le karaté taïkido. Ça m'a pris environ 5 ans pour créer le style taïkido. Et je tiens à préciser, et ça c'est vraiment important, après avoir analysé plusieurs sortes de karaté, je me suis rendu compte que les positions, les déplacements, les coups de pied, les coups de poing, etc., il y avait toutes des petites différences techniques au niveau de ces différents styles-là. Il y avait tous des Zenkutsu, il y avait tous des Zuki ou des Giri, mais il y avait toujours des petits détails techniques qui étaient différents. Et je me suis dit, comment se fait que lui fait ça de même, puis lui fait ça de même, puis l'autre fait ça d'une autre façon? Il y a sûrement une raison. Et c'est là qu'en créant le style Taïkido, je suis parti de ce qu'on appelle from scratch, du début, page blanche, et j'ai refondé un style au complet. Et c'est important de le préciser. Pourquoi? Ben parce qu'on est porté à penser que quelqu'un qui crée son propre style de karaté, c'est comme en quelque sorte un sous-style de son cheminement de karaté. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le taïkido, ça je tiens à le préciser parce qu'il y a souvent de mauvaise compréhension. Autrement dit, j'ai fait le Kyokushin, j'ai fait ensuite le samouraï, après ça Atewaza, et d'Atewaza, je ne suis pas un sous-style de ces styles-là. Parce que souvent, c'est la pensée qu'on a, on a la même chose au niveau des maîtres. Si on a un maître au début qui forme un maître, qui forme un maître, qui forme un maître, on est porté à penser que le dernier maître qui a été formé, c'est une version diluée du premier maître qui était au début. Bon, ça peut être le cas dans certains cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, l'élève dépasse le maître. Alors, dans mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai senti qu'à un moment donné, j'avais beaucoup plus de connaissances que les maîtres ou les instructeurs auxquels je posais des questions. Et ça, je le dis en toute humilité, là. C'est pas une fausse orgueil. Je suis quelqu'un qui est autodidacte, je suis quelqu'un qui apprend très rapidement. Et quand j'ai créé Taïkido, ben, j'ai parti de la base, comme je disais tantôt. Fait que j'ai pris toutes les positions et j'ai analysé ça. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, souvent, ben, les positions étaient faites selon les désirs du fondateur du style de l'époque. Souvent, il était décédé, là, comme par exemple Funakoshi pour le Shotokan. Ben, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, mais ses enseignements ils ont perduré. Mais même à ça, l'instructeur souvent va enseigner les positions, les déplacements selon sa morphologie à lui. Donc, un grand mince ou un petit plus costaud va enseigner selon sa morphologie. Et c'est là qu'est l'erreur souvent, parce que moi, je pense que c'est pas à l'élève à s'adapter au style, c'est plutôt le style à s'adapter à l'élève selon sa morphologie, la longueur de ses segments. Il y en a qui ont des petites jambes au corps, il y en a qui sont plus corpulents, il y en a qui sont grands minces. Donc, on ne peut pas exiger la même sorte de position avec les mêmes exigences techniques sans regarder la morphologie de l'individu, puis adapter le style selon la morphologie. Alors, donc, quand j'ai créé Taïkido, c'est une préoccupation que j'avais dès le départ, que j'ai maintenue à venir jusqu'à aujourd'hui, d'être capable d'adapter le style en fonction de la morphologie de l'individu et aussi de ses limitations, parce qu'il y en a qui sont barrés des hanches, qui sont pas capables de donner un yoko plus haut que la ceinture. Mais c'est correct, il va quand même passer ses grades, mais au moins il va faire son coup de pied à la hauteur de la ceinture, s'il n'est pas capable plus haut, en autant qu'il l'a comme faut, techniquement il est bon son coup de pied, il ne donne pas la figure comme ça devrait être, mais au moins il réussit à passer ses grades quand même. Donc il y a une adaptation qu'on fait, et ça tombe dans la philosophie Taïkido, philosophie que je pourrais parler de nombreuses minutes. Donc j'ai fait la même chose avec les positions, les déplacements. Bon, par exemple, la projection verticale du centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation, basé sur des lois de la physique et de la biomécanique. Donc, ces éléments-là étaient à l'intérieur des positions. Donc, chaque position, chaque déplacement, chaque technique, offensive ou défensive, il y a toujours une explication logique en arrière de ça. C'est ce qui fait en sorte que les instructeurs, quand ils sont formés dans nos écoles, ben, ils comprennent qu'est-ce qu'ils enseignent. Parce que quand ils l'enseignent, ben, ils comprennent la logique qui est en arrière de ça. Donc, ils peuvent plus oublier, ils peuvent plus se demander, mais ça, c'était-tu comme ça ou comme ça? Parce qu'on leur a expliqué la logique qui est en arrière, les lois de la biomécanique, donc ils l'enseignent tel que c'est supposé d'être enseigné. Et souvent, c'est des réponses à des questions que je n'avais pas quand je posais des questions techniques avec, non seulement avec mes instructeurs, mais quand j'ai fait les tournées des écoles, j'ai posé des questions à différentes personnes et je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Taïkido. En gros, là, c'est ça, là, mais c'est 5 ans de travail de recherche, d'analyse en profondeur, d'expérimentation. Et je suis allé chercher aussi, il y avait certains principes d'efficacité, notamment dans le Wing Chun Kung Fu, par exemple,
où j'ai transposé, pas les techniques directement, mais j'ai transposé les principes d'efficacité du Wing Chun à l'intérieur du karaté, même si on sait que c'est d'origine chinoise et que le karaté est d'origine japonaise, mais il y avait des principes d'efficacité qui quand même étaient très efficaces, puis je les ai intégrés à ce moment-là dans le style de karaté. Maintenant, il y a une structure aussi dans le taïkido. Ça, c'est important de le considérer. C'est une structure qui fait en sorte que les katas sont faits de manière logique. Donc, c'est progressif. Et à toutes les fois qu'on montre à un élève une technique offensive, que ce soit un coup de pied, un coup de poing ou d'autres choses, on montre toujours la technique défensive qui va avec un peu comme une serrure et une clé. Alors, ça fit ensemble. Et ça, c'est intégré dans le kata. Et quand les personnes font des combats, ben, ils doivent se servir uniquement des techniques qu'ils ont appris dans leur kata. Ils ne peuvent pas se servir de techniques qu'ils ont vues en compétition ou autre pour s'en servir dans leur combat parce qu'ils doivent maîtriser d'abord et avant tout les techniques qui sont intégrées dans le premier kata, ensuite dans le deuxième, dans le troisième, etc. Donc, il y a une cohérence entre les katas et les combats, parce que souvent, on voit ça séparé. Hein? Kata d'un bord, combat de l'autre. Il y a un pont qu'on peut faire, il y a un parallèle qu'on peut faire à ce niveau-là. Et il y a toujours pratique avec partenaire d'entraînement entre les deux, qui fait vraiment le pont entre les katas et les combats, dans le sens où les techniques qui sont apprises dans le kata, on le sait que c'est un combat imaginaire contre un ou plusieurs adversaires. Donc, quand on le pratique avec un partenaire, on peut pratiquer les techniques apprises dans le kata avec un partenaire d'entraînement et on l'adapte en fonction de pouvoir être capable de faire ces techniques-là dans les combats. C'est un peu la façon. Je me suis rendu compte aussi au niveau des frappes, là, des coups de poing, des coups de pied, des techniques de main. J'ai étudié toutes les possibilités de frappe dans tous les angles possibles. Dans toutes les façons inimaginables de frapper, je les ai toutes étudiées et j'ai enlevé ce qui était plus ou moins efficace pour regarder ce qui était efficace. Je souris un peu parce que, par exemple, le coup de poing, ben évidemment, on peut frapper ici en arrière, on peut frapper ici sur le côté, on peut frapper en haut, on peut frapper en bas, mais on est d'accord qu'il y a certains coups de poing qui c'est plus ou moins efficace. À moins de se faire un collier de cou en autodéfense puis de donner un coup de poing à la personne qui est en arrière, des choses comme ça. Fait qu'il y a des techniques que j'ai analysées dans toutes les possibilités, de haut en bas, de gauche à droite, en avant, en crochet, en montant, toutes les possibilités, et j'ai enlevé ce qui était pas efficace à mon sens. Et ça, ben, je l'ai intégré dans le style de karaté taïkido. Donc, c'est beaucoup de choses, et puis je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est quelque chose qui est vaste, qui est complet. On a le livre de karaté que j'ai écrit, en fait, avec des lettres, là, comme on utilise nous autres, mais c'est en japonais. Il y a à peu près une centaine de pages, toutes les techniques sont là-dedans, toutes les katas sont là-dedans, c'est tout écrit en japonais. Et j'ai fait ce qu'on appelle, c'est un peu un jargon, là, mais une nomenclature des termes japonais parce que je trouvais que c'était pas assez précis. Comme par exemple, ageuke, bon, on sait que c'est un bloc en remontant, mais encore, là, bon, il y a des éléments là-dedans qui nous manquent. Est-ce que c'est de la droite? Est-ce que c'est à quel niveau? Quelle partie qui bloque? De quelle manière on le fait? Donc, il y a une nomenclature qui a été faite qui est beaucoup plus complète que ce qu'on voit dans les livres de karaté normalement ou dans les vidéos de karaté, où c'est un jargon plus rudimentaire. Ben, pour faire un livre comme ça, puis un travail comme ça, est-ce que vous aviez étudié le japonais ou comme vous avez approché des linguistes? Ben, ça fait... ben, il est écrit avec des mots japonais, comme par exemple, guéri, c'est un mot japonais, mais il est écrit avec des lettres comme on écrit nous autres, là. Des lettres arabes, là, ok, bon. Parce que les instructeurs n'ont pas à apprendre le japonais pour écrire ces choses-là. Cependant, je dois dire que ça fait 4 ans que je suis des cours de japonais privés. J'ai 2 professeurs de japonais, des japonaises d'origine, une de Tokyo et une de Hiroshima. Et pourquoi j'ai étudié le japonais, l'écriture, je suis capable d'écrire en japonais, de lire en japonais. Il y avait, bon, la première des choses que pourquoi j'ai voulu apprendre le japonais, j'adore la culture japonaise, premièrement. Et quelque part, ben, je pense qu'il faut la comprendre quand on sait les origines du karaté, bon, de la Chine, Okinawa, Japon, etc. Et ça, ben, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Puis quand on comprend la culture japonaise, c'est plus facile de voir un peu là, les origines, puis comment ça se fait que c'est rendu comme c'est là présentement aujourd'hui. Et je voulais valider tous les termes que j'utilise dans le style taïkido, je voulais les valider avec des professeurs de japonais.
pour m'assurer que j'utilise les bons termes. Et oui, évidemment, j'ai fait quand même pas mal de corrections. Il y avait quand même une bonne partie qui était bon là-dedans. Et je voulais aussi, quand j'assiste, quand on a des groupes de discussion sur, que ce soit sur Messenger ou sur d'autres canaux, il y avait souvent des mésententes concernant certains mots, comme par exemple senpai. Bon, il y en a qui prononcent senpai avec un M, mais en réalité, ça s'écrit senpai avec un N. Mais ça se prononce comme si c'était un M, right? C'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour les francophones, oui, mais pour les anglophones, non. Eux autres, ils le prononcent avec un N. Donc, puis en langue japonaise, c'est CN, donc c'est un N. Mais effectivement, les francophones, on le prononce senpai. Mais en réalité, on devrait le prononcer senpai, comme sensei dans le fond. Bon, c'est une petite affaire, c'est pas, ça a de moindre importance qu'on le prononce sem ou sen, là, mais moi je voulais savoir c'était quoi la vraie façon de prononcer ce mot-là. Parce qu'il y avait des contradictions, il y avait des gens qui s'ostinaient là-dessus. Là, je le sais maintenant. Puis personne ne peut me dire que c'est pas ça, c'est ça. Je le sais. Un peu la même chose quand on dit souvent, puis je faisais la même chose nous autres aussi, on va dire, mettons, sensei Manuel ou Shian Manuel, on prononce le titre, après ça le nom de la personne, mais au Japon, c'est l'inverse. Bon, puis c'est pas plus grave que ça, là. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a qui disaient, bon, Funakoshi Sensei, il y en a qui disaient Sensei Funakoshi. Bon, c'est comment est-ce qu'on le prononce? Et moi, c'est cette curiosité-là intellectuelle que j'ai. Ben, quand je fais mes cours de japonais, ben, j'ai souvent des questions qui popent et j'ai des réponses de professeurs japonais. Donc, je l'ai vraiment de la personne. C'est intéressant cet aspect-là parce que les Français le font comme les Japonais. Les Français vont dire Funakoshi Sensei ou Tamaki Sensei, peu importe. Puis, ça vient d'où qu'au Québec on le fait comme ça? Je sais pas. Mais effectivement, je partage votre avis. Je pense pas qu'un Japonais serait offensé de ça. Je pense que c'est lost in translation quelque part. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui a décidé de le mettre en avant, puis c'est resté comme ça, puis c'est rentré dans les habitudes, puis je sais pas, là. Ben, probablement. Puis là, ben, ça s'est perpétué. Puis là, ben, les gens l'utilisent de cette façon-là. Comme je disais tantôt, c'est plus ou moins grave, mais au moins, quand on le sait, on le sait. J'ai fait la même chose avec toutes mes positions, tous mes déplacements, tous les coups de pied sautés, même certains coups de pied qu'on fait au sol. J'ai pris une kinésiologue qui était spécialisée dans le domaine sportif pour tout analyser mes techniques. Parce que je voulais m'assurer que ça respecte les lois de la biomécanique. Donc, ça n'a pas été fait là à peu près. Et dans 95% des cas, ça respectait la biomécanique. Donc, il n'y avait pas de problème. Il y a certaines positions qu'on fait partout en karaté, comme par exemple le kibadachi, où il y a une pression sur les genoux. C'est mieux de faire shikodachi avec les pieds tournés vers l'extérieur. Donc, il y avait des petits ajustements de même, mais presque tous les styles de karaté font du kibadachi avec les pieds parallèles. Bon, certains vont faire plus le shikodachi. Donc, c'est des choses de même que j'ai évaluées avec une kinésiologue, parce qu'encore une fois, je voulais avoir l'avis d'une experte dans ce domaine-là pour m'assurer que ce que je fais, c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui a une base scientifique, qui a une logique en arrière de ça, puis qui fonctionne, là, qui est efficace là, dans le fond. Fait que ça c'est l'aspect technique, mais il y a toute la philosophie taïkido que j'ai intégrée aussi là-dedans. Bon, j'ai fait ça un petit peu là intéressant, surtout pour les jeunes. Il y a la philosophie des dragons. Alors, il y a un dragon qui représente les émotions, l'autre les pensées, l'autre l'ego. Puis on sait que si on veut être Mushin, qui est l'état d'esprit où on a conscience de ce qui se passe, on fait comme le vide à l'intérieur, mais on a conscience quand même, on est conscient qu'on est là, on dort pas. Ben, Mushin, c'est sans ego, sans pensée, sans émotion. Donc, les dragons, c'est un peu ça, là. C'est un peu comme les démons intérieurs. Donc, quelqu'un qui a une émotion pendant un combat, là, peut-être parce qu'il est stressé, il est nerveux, ou il a peur, ou peu importe l'émotion, ben, moi, je leur apprends avec l'enseignement à être capable d'utiliser Mushin avec cet état d'esprit-là pour sortir de son émotion, ne plus la subir, cette émotion-là. Et à ce moment-là, ben, la charge émotionnelle diminue par le fait même. Et ça aide les élèves de passer à travers différentes épreuves, comme par exemple un passage de ceinture. Donc, les gens travaillent le Mushin. On a des techniques aussi qu'on fait pratiquer pour le Mushin. Assez le fun à pratiquer. Donc, on le sait tout de suite, même si on n'est pas dans la tête de l'élève, on le voit tout de suite s'il n'est pas Mushin, parce qu'on sait la manière qu'il va faire ses techniques.
Et ça, ben, c'est le fun parce que ça nous permet d'être capable de dire, ah là, t'es pas mouchine. Ah non, je suis pas mouchine. Ben non, regarde, bon, on voit que la personne, elle pense, elle est en train de penser à ses affaires, elle n'est pas en train d'avoir le vide à l'intérieur. Toute la dimension, ce que j'appelle le Goshin, là, les Mushin, Fudoshin, Zanshin, Shoshin, tout ça, c'est tout intégré aussi dans le style Taekwondo. Donc, il y a une dimension plus au niveau de l'état d'esprit. J'hésite à dire dimension spirituelle, parce que pas tout à fait ça, mais c'est l'esprit, là. C'est la dimension mentale, oui, effectivement. Qui est intégré là-dedans. Beaucoup de lectures, beaucoup d'écoute de vidéos, beaucoup de recherches à ce niveau-là, beaucoup d'expérimentation aussi que j'ai fait à ce niveau-là pour être capable de transmettre quelque chose qui est valable. Là, pas, encore une fois, pas du n'importe quoi. Moi, j'aime ça quand c'est quelque chose qui est valable, qui est efficace. Et le meilleur moyen de le savoir, ben, c'est dans l'expérimenter en moi-même. Et c'est ce que je fais là. Les choses que j'ai mis dans le style Taekwondo, ben, je l'ai expérimenté, évidemment. Et je l'ai fait aussi évaluer, comme je disais tantôt, kinésiologue, professeur de japonais. Et je suis allé chercher d'autres sources pour réussir à créer Taekwondo. Étant donné que votre démarche partait d'une volonté je dirais pas, je sais pas si c'est améliorer, c'est le bon terme, mais de créer quelque chose qui vous semblait cohérent, du moins à vos yeux, est-ce qu'à partir du moment que vous l'avez établi, est-ce que vous vous êtes dit, OK, il faut que ça reste en mouvement ou c'est coulé dans le béton parce que pour vous, c'est la forme? Non. Dans le style Taekwondo, dans la philosophie, c'est-à-dire du style Taekwondo, il y a plusieurs volets. Là. Il y en a un, entre autres, c'est un karaté évolutif. Donc, c'est un karaté qui peut évoluer. Et souvent, dans les styles traditionnels, puis écoute, j'aime pas dénigrer, là, puis je veux pas dénigrer non plus. Non, on dénigre pas. Mais dans les styles traditionnels, souvent, ben, on y va avec l'enseignement du maître d'origine de ce style-là. Et je vois, on a des discussions des fois sur les groupes de discussion où ils disent, mais là, cette technique-là, le maître, il l'a enseigné dans quel esprit, puis c'est quoi précisément, puis pourquoi il l'a fait dans... On veut respecter vraiment là, les volontés du maître à l'époque. Mais dans ce temps-là, on a un karaté figé dans le passé. On n'a pas un karaté qui évolue. Oui, il y a certains styles traditionnels lorsque des comités d'experts qui échangent sur différentes techniques puis ils peuvent améliorer le style de karaté. Mais ce n'est pas toujours la norme. Alors moi, ce que je fais au niveau du karaté taekwondo, si j'ai de mes ceintures noires qui me font des suggestions concernant certaines choses, où il y a des questionnements, où on s'interroge là-dessus, ben, il est arrivé à certaines occasions qu'on a eu un comité des ceintures noires puis on a discuté technique par rapport à certaines choses ou à d'autres niveaux. Et on a fait des ajustements au niveau du style de karaté parce que c'est précisément un karaté qui est évolutif. Et je leur dis des fois, un petit peu en joke, là, quand je vais prendre ma retraite, parce que je pense pas la prendre en karaté, honnêtement, là, ça fait partie de ma vie. Après 53 ans de pratique, je pensais me retirer à 75 ans ou quelque chose de même, mais je pense que je vais en faire autant que ma santé va me le permettre. Mais je leur dis des fois en joke, quand je ne serai plus là, permettez-vous de modifier le style taekwondo selon les besoins de l'époque, là, vous allez être à l'époque. Donc, ne prenez pas tout ce que j'ai fait, puis sans vouloir rien modifier. Ça va me faire plaisir que vous modifiez le style si c'est pour une amélioration. Mais je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait là, au niveau des ajustements. Il y en a certains, mais quand je l'avais créé en 85, c'était pas mal complet. Il y a eu des validations. 85 versus aujourd'hui, c'est quand même historiquement quand même récent dans le sens, tu sais, l'évolution de la société n'a pas été si énorme, tu sais. Mais quand on compare avec des styles traditionnels qui datent de centaines ou de milliers d'années, ben ça devrait être normal que ça évolue. Puis moi, je suis convaincu que si on parlait à ces grands maîtres-là, on faisait un voyage dans le temps pour parler à ces grands maîtres-là, puis on leur dirait, hey, dans 300 ans d'ici, est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer d'enseigner cette technique-là exactement de la même façon? C'est sûr qu'ils riraient de nous. Puis ils diraient, voyons, c'est absurde. Tu sais, puis en plus, ça a été conçu par des Japonais ou des Chinois, disons, on va prendre le cas du karaté. Il y a 150 ans, donc des gens qui mesuraient, je sais pas, là, j'y vais dans les clichés peut-être, mais tu sais, un Japonais, c'est rare que ça faisait 6 pieds 6, là. Donc, il y a une certaine caractéristique physique, il y a des conditions de vie, il y a un climat, il y a pas de technologie qu'on a maintenant, il y a plein de choses, il y a plein d'aspects qui sont pas là. Le MMA, le jiu-jitsu brésilien, tous ces facteurs-là n'existent pas. Fait qu'en quelque part, ma question que j'avais en tête en vous écoutant, c'était, est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être un peu ça qui a nuit à la progression ou qui a fait décroître certains styles d'arts martiaux traditionnels au profit
de d'autres écoles qui ont eu cette volonté-là de dire, OK, oui, on va conserver une certaine tradition, mais on va s'ouvrir et on va évoluer. Parce que si tu n'évolues pas, ben tu meurs parce que la société change, parce que les humains, oui, on a encore 2 pieds, 2 mains, puis il y a des choses qui sont universelles, puis un coup de poing, ça va toujours rester un coup de poing. Mais il y a des façons de faire qui peuvent changer, il y a des lois qui changent, il y a la physionomie des gens, il y a leurs conditions de vie, la façon qu'ils s'habillent, dépendant d'où tu habites, etc. Donc, en tant que tel, c'est un peu absurde de vouloir enseigner tout exactement tel quel. Il y a des choses que je peux comprendre, un kata pour la beauté du geste, pour la préservation d'un certain héritage culturel. Mais les techniques, tout ce qui est appliqué aux pratico-pratiques, dans le fond, dans le concret, devrait pouvoir s'adapter, à mon sens. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je pense exactement dans le même sens. D'ailleurs, quand on prend dans l'histoire du karaté, le fils de Gishin Funakoshi, Yoshitaka, il faisait des enseignements qui étaient, de temps en temps, il contredisait l'enseignement de son père. Puis c'est lui qui a emmené là, les coups de pied circulaires, le sport karaté universitaire. Gishin Funakoshi était contre ça, des compétitions. C'est son garçon qui a commencé à amener ça à l'université en 1935. Donc, on a commencé à avoir des compétitions, des rencontres entre différents styles de karaté. On voit déjà en partant que l'enseignement du grand maître était déjà... il prenait une autre tendance, une autre tangente, c'est-à-dire avec son propre garçon. Et ça s'est perpétué. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des élèves de Funakoshi qui ont créé leur style de karaté. Et ça a fait des excellents styles de karaté. Donc oui, il faut qu'il y ait une évolution. Il y en a dans tous les domaines. Il faut qu'il y en ait une dans le karaté. Mais encore faut-il qu'en arrière de ça, il y ait toujours des explications logiques. À partir du moment où un instructeur n'est pas capable d'avoir une réponse cohérente à un élève, qu'il aille chercher les réponses quelque part. Mais c'est important d'être capable d'expliquer comme il faut. Et c'est important de dire, je ne vois pas la logique en arrière de ça. Bon, il y a peut-être lieu de revoir cette technique-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est des choses qui sont, je pense, primordiales. L'autre chose, Manuel, ce que tu mentionnais tantôt, les raisons qui ont fait que, il y a des puristes traditionnalistes, mais il y a aussi, quand ça s'est transmis de maître à maître à maître, après ça, c'est arrivé en Europe, après ça, ça a traversé l'océan sans venir ici. Je pense qu'il y a des bouts qui ont été laissés de côté, parce que de ce temps-là, et encore aujourd'hui, mais moins, à cette époque-là, il ne fallait pas poser une question au maître parce que c'était comme si on mettait en doute son enseignement quand on posait une question. Fait qu'il fallait faire très attention. Il y a probablement juste les hauts gradés qui avaient le droit de poser une question au maître. Puis il fallait pas que ça soit dans un angle de dire, je remets en question ce que tu nous enseignes. C'était pas acceptable au Japon. Fait que moi, je pense que les Occidentaux qui ont appris des cours de karaté au Japon à cette époque-là, puis qui ont été, ils ont transporté ça après ça en Amérique ou en Europe, je pense qu'il leur manquait des bouts de la compréhension, parce que justement, ils n'avaient pas posé les bonnes questions, parce que ça se faisait pas, là, ces questions-là. Sans parler du fait que les premiers Occidentaux qui ont commencé à faire du karaté, souvent le faisaient à partir de vidéos, pas de son, pas d'explication, pas de sous-titres. Ils regardaient des vieux vidéos avec des caméras de 1950, de Japonais en train de pratiquer, puis là, ils essayaient de reproduire ça sans comprendre ce qu'ils faisaient. Puis là, les premiers Japonais qui sont débarqués en France, qui ont vu ça, on dit, c'est pas ce que vous faites, mais c'est pas du karaté, tu sais. Mais c'est normal, si t'as juste l'image, t'as pas le contexte, il manque plein d'éléments. Puis c'est sûr que là, il y a peut-être eu, tu sais, mais après, ils se sont ajustés. Évidemment, les voyages ont permis ça. Tout à fait. Puis ce que je parlais tantôt, l'état d'esprit à avoir, autant durant la pratique d'un kata qu'avec partenaire ou dans un combat, l'état d'esprit, moi, j'ai l'impression que quand c'est parti du Japon en Europe et de l'Europe au Canada, on dirait qu'il y a une partie qui s'est noyée dans l'océan, parce que les premiers styles de karaté que j'ai fait, jamais on m'a parlé de Mushin, puis de Zanshin, puis de Fudoshin. Ces notions-là, c'était à toute fin pratique. On me parlait de concentration, quand tu fais de la casse, faut que tu sois concentré. Mais c'est tout, là, ça allait pas plus loin que ça. Et quand je posais quel état d'esprit doit-on avoir en combat, il n'y avait pas de réponse, ou c'était à peu près n'importe quoi qui sortait. Fait que c'est des choses, je pense, c'est des oublis ou des mauvaises compréhensions où d'un enseignant à l'autre, ça s'est dilué, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certaines choses. Une chance qu'il y a des personnes, puis moi, au Québec, ici, on a de très bons instructeurs, on a de très bons styles de karaté. C'est des gens qui sont compétents, puis qui sont allés chercher ces réponses-là pour justement aider leurs élèves à progresser dans le bon sens.
Je vais juste ajouter, Manuel, je pense que c'est important. Taïkido, c'est un style qui est ouvert, très ouvert, dans le sens où si j'ai des élèves qui veulent aller pratiquer du Kempo, par exemple, ou du Shotokan, ou du Shorin-ryu, vas-y, go, vas-y, ça va me faire plaisir que tu y ailles, puis tu me donneras du feedback, puis va expérimenter. Tu veux faire du MMA, vas-y, fais du MMA, tu veux faire vas-y, fais de la boxe, du judo, karaté, kung-fu, taekwondo, vas-y, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je suis très ouvert à ce que les gens aillent pratiquer ailleurs, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commenté le Kyokushin. Kyokushin, il ne fallait pas que mon prof me voie dans une autre école. J'aurais été barré à vie. Donc, c'était cette culture-là, et je pense que cette culture-là continue aujourd'hui pour certaines écoles, certains professeurs. Mais du côté de Taïkido, regarde, va faire ce que tu veux, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, à cet effet-là, on a invité Gilles Dufault à venir nous donner un cours d'autodéfense. On a invité Lorne Bernard qui a fait un podcast. Ouais, Lorne Bernard en White Crane Kung Fu à Laval. On l'a invité à faire une pratique avec nos ceintures noires. Kim Trin que tu devrais peut-être rencontrer. Je ne sais pas s'il y a eu un podcast avec elle. Une personne extraordinaire. Elle est venue nous montrer du Qigong puis du Tai Chi. On en a un qu'on va recevoir à l'automne, Denis Plante, pour les Kyosho, les points de pression. Bref, Taïkido, on est ouvert à expérimenter d'autres choses. On invite des gens dans nos écoles pour nous montrer d'autres choses. On participe aussi aux compétitions ouvertes parce qu'on aime ça échanger avec d'autres styles. Il y a une forme de camaraderie. Fait qu'on n'est pas... moi, je trouve que, en tout cas, je suis presque ma paroisse, là. Je trouve que c'est un bon style de karaté parce qu'il est très logique, très cohérent, il est très complet. Mais en même temps, les autres styles, il y a du bon, il y a du très bon qui se fait aussi dans les autres styles. Là. Fait que je me dis pas que Taekwondo, Taïkido, c'est le meilleur, bien au contraire. Là. Il y a des bons styles partout, il y a des bons professeurs partout. Mais je pense qu'à la base, tu sais, la plupart des gens s'entendent pour dire que peu importe le style que tu fais, la qualité, au final, revient au pratiquant, tu sais. Si le style est bon, mais que le pratiquant est pas sérieux, ben c'est sûr que ça va donner rien de sérieux, tu sais. Ben oui, en fait, il y a trois éléments. Hein. Il y a le style, il y a l'instructeur ou le professeur, puis il y a l'élève. Les trois. Bon, l'élève, s'il y a un certain potentiel, à potentiel égal, si l'instructeur il est très compétent et est capable de faire ressortir le 100% de cet élève-là, tant mieux. L'outil de travail, ben, c'est le style, les techniques du style. Mais encore une fois, ça dépend parce que on le sait, il y a des katas de compétition qui sont personnalisés en fonction des atouts de l'élève pour faire ressortir un peu plus. Là, on sort du traditionnel, on est plus dans les katas de compétition, là, kata musical, puis les kata armés, tout ça. Ça peut être quelque chose aussi qui fait partie de la recette gagnante là, entre l'instructeur, l'élève et le style de karaté. Puis le taïkido, il se situe où dans ce fameux débat-là entre les katas traditionnels et ce qu'on appelle souvent les katas open, donc les créatifs, Ben, quand on dit traditionnel, on fait référence traditionnel japonais. Je suis d'accord avec vous. Parce que, regarde, le style de karaté, ça fait le mien, là, ça fait déjà 30 quelques années. 38 ans, je pense qu'il y a 38 ans qu'il est créé. Bon, à un moment donné, je ne serai pas toujours là. Mettons qu'on est rendu en 2050. Puis moi, je suis décédé, puis quelqu'un a pris ma place, puis peut-être que lui il est décédé, c'est un autre mec qui a succédé. Ben, à un moment donné, ça va peut-être être traditionnel, dans le sens où c'est selon la tradition du maître qui a créé le style, on perpétue la tradition. Fait que cette chose-là, en tout cas, il peut avoir plusieurs sens. Mais en général, quand on parle de traditionnel, c'est traditionnel provenant du Japon. Là. Non traditionnel. Mais que ce concept-là de dire traditionnel en référant tout le temps au Japon, ben c'est un peu absurde parce que, dans le fond, les styles qui viennent d'Hawaï ou les styles qui sont chinois ou les styles... Ben, comme le Kempo, par exemple. Tout à fait. Il y a une tradition de Kempo, il y a une tradition d'Arniscali, il y a une tradition de... Puis c'est traditionnel pour eux aussi. Fait que, tu sais, le fait que les styles traditionnels japonais s'accaparent le concept de tradition, ça n'a pas de sens. Parce que, dans le fond, t'es qui, toi, pour décider que ta tradition vaut mieux? Puis je suis pas mal convaincu qu'un combattant efficace d'Arniscali peut très bien, tu sais, dans le même contexte. C'est ça l'affaire, c'est que on analyse souvent, les styles se comparent souvent en disant « Ah, on est supérieur parce que selon notre grille d'analyse, ce que vous faites ne fonctionne pas. » Ouais, mais ça marche pas. Tu sais, il faut... Ben... Non, mais tout à fait, Manuel, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis j'ai eu des bonnes discussions avec d'autres personnes. Puis écoute, c'est vraiment, mais vraiment ça.
Puis ça peut pas dire parce que tu as une lignée de maîtres qui t'ont enseigné dans le traditionnel que c'est meilleur que quelqu'un qui a appris à gauche puis à droite. Écoute, il peut y en avoir des bons puis des moins bons dans toutes les sortes de styles, peu importe l'origine. Et ça, ben, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pour ça que traditionnel, ben, c'est matière à explication, à interprétation aussi. Puis ça a été comment? Ça a été perçu comment à l'époque quand vous avez créé ça? Parce que justement, encore en lien avec la conversation qu'on a en ce moment sur la tradition versus les nouvelles écoles. Parce que souvent, nous, en tout cas, moi, je viens du Kenpo, tu sais, puis souvent, le Kenpo rentre dans ceux qui sont comme un peu honnis par les traditionnels. Mais, je veux dire, il y a de solides pratiquants de Kenpo, puis il y a toute une richesse à aller chercher là-dedans. Puis je suis sûr que c'est la même chose dans le Taekwondo. Fait que quand vous avez créé votre nouvelle école, comment ça a été perçu par les collègues de d'autres styles, disons? Ben, par les collègues des autres styles, c'est pas compliqué, là, puis peut-être qu'ils me l'ont pas tous dit directement. Mais quand j'ai créé le style, bon, première des choses, un Québécois qui crée un style de karaté, ça n'a pas de sens. C'est comme, c'est n'importe quoi, là, pour eux autres. Ensuite, bon, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai créé mon style, j'avais 16 ans de karaté. Bon, fait il y en a beaucoup qui disent, bon, comment se fait qu'il n'a pas attendu d'être maître avant de créer son style? Fait que, il y a eu des remarques comme ça, mais ce qui trompe pas, c'est que les élèves Taekwondo en compétition, ils se classent quand même bien, même très bien, là. Ils performent quand même très bien. Donc, à quelque part, ben, quand tu es évalué contre d'autres collègues de d'autres styles, ben, au moins, ça te donne une idée là, de où est-ce qu'on est situé par rapport à ça. Puis on emmène en compétition, pas juste, parce qu'il y a certains styles de karaté, puis je sais pas, Emmanuel, si tu le vis de ton côté, mais il y a des styles de karaté où ils forment ils appellent ça des dream team, là, des élèves à haut potentiel. Ils vont prendre juste eux autres pour aller en compétition. Mais évidemment, c'est des élèves qui ont du cours privé, puis ils ont des cours personnalisés, puis ils les boostent. Puis, tu sais, bon, il est pratiqué un peu comme un athlète olympique. Quand il arrive en compétition, ben, il rafle quasiment tout. C'est normal parce que c'est la crème de la crème mettons, d'un style de karaté. Et ça peut être un peu trompeur parce qu'il y a des gens qui vont dire, hey, ce style-là, il est bien bon. Non, non, c'est les élèves à haut potentiel qui sont là sont bons, oui, manifestement, les instructeurs aussi, mais c'est pas la norme de tous ceux qui pratiquent cette sorte de karaté-là. Et ça aussi, il faut faire aussi, il faut relativer à ce niveau-là. Non, c'est ça, c'est quelque chose, c'est comme, j'ai entendu récemment une entrevue avec Speakman, qui est un élève à la base qui avait appris le American Kenpo, puis lui, il a créé son propre style, ben sa continuation, si on veut, puis il a appelé ça Kenpo 5.0. Puis il a expliqué que c'est justement, c'est 5.0 parce que c'est la 5e évolution du Kenpo, blablabla. Puis il expliquait justement qu'il dit, pour moi, je suis convaincu qu'Ed Parker, je suis dans la lignée de ce qu'il nous a enseigné parce que lui, il nous a toujours enseigné que les arts martiaux, ça doit évoluer, sinon ça meurt. Donc, c'est pas un manque de respect envers lui de poursuivre ça. Au contraire, je suis fidèle à son enseignement. Puis je trouvais ça vraiment, pertinent, puis deux, je pense que ça s'applique à tous les styles. Cette mentalité-là devrait être présente dans tout. Puis on l'a rencontré après avoir parlé à plein de gens comme vous. On voit les professeurs qui ont cette mentalité-là parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit-là envers d'autres styles. Il y en a, puis c'est correct. Ils ont le droit les gens ont le droit d'être traditionnalistes puis vouloir, parce qu'ils aiment ça tel quel, ils veulent l'enseigner tel quel et le faire perdurer tel quel. À la limite, je pense même que c'est important que ça existe parce qu'ils sont garants d'un certain héritage culturel. Mais ces gens-là ne devraient pas se donner une genre de supériorité morale sur ceux qui essayent de continuer de faire progresser. Là. Parce que l'idée de Shuari, là, c'est l'idée d'apprendre, de maîtriser et d'exploser le concept pour en faire quelque chose d'autre. Fait que ça a toujours été là, ça devrait toujours être là, puis c'est essentiel, à mon sens. Oui. Ben, c'est un peu comme les titres là, de haut gradé, Renshi, Kyoshi, Hanshi. Souvent, les traditionnalistes vont voir, ils vont dire, bon, t'es pas diplômé de la DNBK, là, de Dai Nippon Butokokai,
ben à ce moment-là, ben si ton titre n'est pas valable, tu l'as pris où? C'est-tu un haut gradé que tu... Bon, tu sais, on rentre dans toute cette affaire-là. Et moi, ben, en fait, quand j'ai créé Taekwondo, c'était un petit peu un méchant problème parce que c'est qui va me donner mes grades? Et puis je veux pas aller dans le traditionnel, je suis pas un style traditionnel. Et puis à un moment donné, par la force des choses, ben c'est mes ceintures noires les plus haut gradés qui se rencontrent de temps en temps, puis qui décident de me donner le grade, mais c'est pas moi qui le décide, puis c'est pas moi qui le suggère non plus. Et dans le style Taekwondo, ben, on respecte pas mal la norme. C'est-à-dire que là, présentement, je suis 8e dan, mais pour passer de 8e à 9e, ben normalement, ça me prend 9 ans. 9 ans, là. Puis ça se peut que ça me prenne plus que ça. Parce que de 7 à 8, normalement, c'est 8 ans. Mais j'étais rendu à 10 ans et demi. Puis moi, écoute, à un moment donné, je regarde pas les années passées. Là, j'attends pas après ça. Rendu là, le grade, c'est plus ou moins important. Là. Il y a d'autres choses de plus importantes que ça. Mais c'est un exemple là, de dire, bon... parce que souvent, on peut penser ça. La personne crée son style, bon, c'est qui donne ses grades? Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui se grade lui-même, fait que c'est pas bon, ça vaut rien, tu sais. Mais en réalité, c'est pas toujours ça qui se passe, là. Et dans le style Taekwondo, je ne m'ai pas donné de grade en cas des fois que les gens pourraient penser que, ben, comment ça se fait qu'il est rendu là? C'est lui qui s'est gradé lui-même? Pas du tout. Absolument pas. Peut-être qu'une façon de répondre à ce problème-là, ça serait de faire un peu comme... je pense qu'en France, c'est la fédération, la FFK qui décerne il y a un comité des grades. Exact. Donc, peu importe le comité d'experts, c'est la FFK. Tu peux avoir ton titre de ton école. L'école peut te donner un titre, mais il y a un titre national qui peut être attribué. Fait que dans les cas comme vous ou dans les cas de d'autres écoles, de d'autres styles, ça pourrait régler ce problème-là de légitimité. Oui, ça pourrait. Encore faut-il que les représentants de ce comité d'experts-là qui évaluent les autres se fondent sur des critères d'évaluation qui sont valables, là, qui sont crédibles. C'est souvent ça le problème. Je me rends compte encore là, en faisant la comparaison Québec-France, c'est toujours intéressant parce que il y a souvent des Québécois qui disent on devrait faire comme en France, puis ça devrait être formation obligatoire pour devenir instructeur. Il y aurait moins de professeurs qui enseignent de la bullshit. Mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de politicaillerie et de bullshit aussi dans le système français, pour l'avoir entendu de plusieurs Français qui dénoncent ça, tu sais, fait que... Ben, oui. Oui, puis je vais t'amener d'autres choses, Manuel, que tu sais, parce qu'en écoutant les autres podcasts, ça veut pas dire que parce que quelqu'un a créé son style de karaté, que c'est plus ou moins valable si on compare à d'autres styles. Ceci étant dit, la première réaction que j'aurais si j'entendrais que quelqu'un a créé son style de karaté, t'es un petit peu danger. C'est qui ça? Quel background qu'il a? C'est qui est lui pour créer un style de karaté? C'est-tu du n'importe quoi qu'il a mis là-dedans? Puis, je serais sceptique, mais je laisserais la chance au coureur. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas au Québec. On devrait le faire à certains égards. Ceci étant dit, je veux pas qu'à un moment donné, tout le monde crée le style de karaté. Là. À un moment donné, ça n'aurait pas de sens. Mais je pense pas que tout le monde a cette volonté-là, de toute façon. Et moi, personnellement, c'est pas dans mes plans. J'ai aucun... Mais comme personne, comme humain, par contre, je m'intéresse à en apprendre plus pour être un meilleur professeur. Je veux progresser, je veux devenir... une source de connaissances toujours plus grande, parce que, donc, moi, en tant qu'élève, je dois apprendre plus. Mais j'ai zéro plan d'ouvrir ma propre fédération, puis je pense pas que tout le monde a ce plan-là. C'est comme dans la vie en général, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Il y en a plein qui sont très heureux salariés, puis c'est correct comme ça. T'sais. Ils sont pas moins intelligents parce qu'ils n'ont pas la bosse des affaires. T'sais. C'est un peu une analogie, là, mais... Là-dessus, je suis 100% d'accord avec vous. Puis, c'est quoi les spécificités du Taekwondo, mettons, en termes de contenu? Parce que tantôt, j'ai posé ma question, c'était peut-être pas clair, là, où vous vous situez par rapport au open form. Est-ce que vous en faites ou vous touchez pas à ça parce que vous vous concentrez sur d'autres choses? Est-ce qu'au niveau des maniements d'armes, au niveau autodéfense, où vous vous placez dans tout ça? Oui, ben on fait pas mal de tout. Là, on fait du maniement d'armes, oui. En fait, les armes traditionnelles japonaises, là, le bo, le tonfa,
Le SAI moins, parce que c'est quand même assez dispendieux, puis c'est plus compliqué, là, mais le KAMA, toutes les armes traditionnelles, on donne des cours régulièrement. On a des cours d'autodéfense aussi, plus spécifiquement, surtout pour femmes. On les a aussi générales, mais l'autodéfense pour femmes puis pour hommes, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes agressions, les mêmes attaques. Donc, on a ça aussi. On a des cours de cassage, là, c'est un peu à côté, là, c'est pas exigé dans le style. Il y en a qui veulent pas faire du cassage, c'est correct, mais on a des cours quand même de techniques de cassage, de planches ou de ciment. Donc, c'est des cours qu'on a à côté, qu'on donne pour être capable d'avoir une complémentarité, si on veut, avec le hardcore, là, qui est le cours de karaté en tant que tel. Là. Puis comment vous voyez, justement, vous en avez parlé un peu, vous voyez pas prendre votre retraite, parce qu'effectivement, en tant qu'enseignant d'arts martiaux, on a un peu la chance de pouvoir faire ça toute notre vie, là, à moins d'avoir une blessure majeure. Même si on est rendu très âgé, on est quand même capable d'enseigner. On n'a pas besoin d'être capable de faire, il faut juste être capable de faire comprendre pour l'enseigner. Donc, vous voyez comment ça s'enligne comment la continuité du taïkido pour vous? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voulez que ça grandisse? À un moment donné, il va falloir que je me trouve un successeur, parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver n'importe quoi. Là. On espère vivre jusqu'à 100 ans, mais on ne le sait pas. Donc, évidemment, puis je vais m'assurer de transmettre tout ce que j'ai, tout le bagage que j'ai. Moi, je suis très généreux du bagage que j'ai accumulé pendant les 50 quelques années. Donc, je vais échanger le plus possible pour que ces gens-là puissent bénéficier de mon expérience. Quand je dis ces gens-là, c'est mes ceintures noires, les plus hauts gradés, dans le fond, pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est un peu de même que le transfert va se faire. En ce qui me concerne personnellement, j'essaie de vivre mon karaté le plus possible au quotidien, dans le sens où il y a une partie de la philosophie taïkido qui fait un parallèle entre le physique et la manière de vivre, si on veut. Un exemple, là, supposons que je pratique ma souplesse, le stretching au niveau physique. Ça se peut que je pratique aussi ma souplesse d'esprit. Être plus souple par rapport à ce que les gens me demandent. Mettons, ma fille, elle me demande quelque chose, être capable de faire preuve de souplesse, là, capable de... Bon, la même chose pour la force. Bon, je peux développer une force dynamique, une force isométrique ou d'autres choses physiques, mais en même temps, si je développe ma force de caractère, quand il arrive des épreuves dans la vie, si je suis capable de passer à travers, parce que j'ai une bonne force de caractère, puis je suis capable de faire face à l'adversité, il y a un parallèle qui se fait. Et à ce moment-là, quand on fait ça, comme par exemple la vitesse d'exécution, vitesse de réaction, d'un autre côté, il y a la vitesse d'esprit, être capable de catcher vite. Fait il y a un parallèle qu'on peut faire avec toute la dimension physique qu'on peut appliquer dans notre quotidien en disant, je vais l'appliquer dans ma vie de tous les jours, puis je vais faire preuve de souplesse, de force de caractère, etc., etc. Là. Donc ça fait partie aussi de la philosophie taïkido, ce qui permet à certaines personnes de vivre leur karaté. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les ceintures noires taïkido. Là. Il y a des ceintures noires qui font leurs entraînements et après ça, ils s'en vont, puis ils ferment la porte, là, puis c'est fini. Mais ceux qui veulent le vivre, il y a moyen de le faire avec la philosophie qu'on a au niveau de taïkido. C'est super intéressant. Écoutez, je pense que on a fait un beau tour d'horizon aujourd'hui de votre parcours puis de votre philosophie. Puis de toute façon, je vais mettre des liens en description si les gens veulent en apprendre plus. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette heure-là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Manuel, de m'avoir invité pour le podcast et continuez votre excellent travail. C'est vraiment apprécié de tout le monde.